Alors ici, c'est le chapitre sur la libération, qui commence, en vrai, si je fais rapide, le 16 août 1944 par la bataille du viaduc Sainte-Marie. Et donc là, vous avez la photo de la fête, des chamoniards qui investissent l'hôtel de ville, qui le réinvestissent, puisqu'il était... et qui hissent les drapeaux. Et puis à droite, une photo assez connue d'ailleurs, où les membres, enfin les combattants de la libération sont présents. Je ne vous donne pas tous leurs noms, vous les retrouverez. Alors ce qui s'est passé quand même dans cette vallée, c'est que Chamonix à l'époque n'était pas, du point de vue de la guerre, un centre stratégique. Autant le col du Midi pouvait l'être et la frontière aussi, autant Chamonix n'était finalement qu'un centre de convalescence pour 250 soldats allemands, entourés des infirmières de la Wehrmacht, de douaniers, de miliciens et de quelques collaborateurs qui ont été estimés à 360 personnes. Face à eux, vous avez les 80 sédentaires de l'armée secrète qui sont dirigés par Maurice Drault, qui est lui-même l'adjoint de Raoul Lanet. Vous avez les corps francs de Valorcine, de Chamonix, d'Argentière, qui sont pilotés par Charles Ancet, Jules Payot et Marcel Blanc. Vous avez aux Ouches le docteur Gillot, qui est un vrai relais de résistance et d'enseignement. Vous avez au col du Midi le lieutenant-colonel Bettenfield, qui est d'origine anglaise, qui travaillait pour Péchinet en 1943, qui s'improvise directeur du téléphérique, pour, avec les sous du gouvernement de Vichy, qui sponsorise, enfin qui subventionne la construction et l'achèvement du téléphérique du col du Midi, embauche massivement, notamment au village des Pèlerins, et forme les ouvriers à la résistance et au combat. Et puis vous avez aussi Henri Corte, qui était instructeur à Jeunesse et Montagne, et qui rejoint tout le monde. En tout, ça fait une grosse centaine de personnes. Il y a un rapport de force de 1 à 3. Et si Chamonix va être libéré le 17 août, c'est grâce à une guerre psychologique, en fait, que vont réussir à mener Raoul Lanet et Bettenfield face à un commandant allemand dont on ne connaît même pas le nom, on connaît que le surnom que les chamoniards lui donnaient, qui était Nixt, puisqu'il refusait toute demande qu'on lui faisait. Alors je vais quand même vous lire une nouveauté qui est ce que Philippe Gosseau a écrit de cette journée du 16 et du 17. Donc le 16, c'est les combats au viaduc Sainte-Marie, qui sont malheureusement soldés par un mort qui était Renaud d'Artic-Pérou, qui s'est fait abattre par traîtrise, puisqu'il avait en joue un soldat allemand qui avait les mains en l'air, qui s'est couché pour qu'un soldat allemand derrière lui tire dessus. Et puis François Simon aussi, qui le 17 août, le soir de la Libération, pour être sûr que les Allemands de Cluse, où là, il y avait des forces stratégiques qui pouvaient faire mal, donc surveillait l'entrée de la vallée et était posté dans un arbre et est tombé de son arbre. Gosseau a beaucoup de recul, et en tant que résistant, puisqu'il a été 2 ans avant ces événements, il écrit « Un seul combat malheureux, l'attaque du pont des Ouches, des douaniers allemands qui s'enfuyaient. » Effectivement, Nixt n'avait même pas attendu l'ordre de s'enfuir, qu'il s'enfuyait tout seul. Ça, c'est moi qui le rajoute. Renaud d'Artigue y a trouvé la mort, et cette affaire faillit très mal se terminer. Si FFI et FTP n'avaient pas réussi à stopper à Cluse le surlendemain le convoi SS qui se rendait à Chamonix pour représailles, la ville pouvait flamber et il y aurait eu de nombreuses exécutions. Tout ça pour rien. Alors il dit tout ça pour rien parce qu'en fait, la reddition sans condition qui a été négociée après cette guerre psychologique entre Bettenfield et le commandant Nixt, c'était finalement de gagner une Majestic qui n'était que, mais c'était pas facile, un centre de convalescence. Et donc vous avez ce témoignage extraordinaire de Gosseau avec Bettenfield après la prise du Majestic qui vient se rendre compte de ce qui se passe. Les soldats allemands en convalescence, vous les avez ici, c'est pas une navette Thuya, c'est eux. Il y en a 250 devant le Majestic. Vous avez en haut Jeanne Coutet qui est devant la poste pour la garder, et puis ici des tireurs FTP en position. Alors cette reddition, voilà les intervenants. Vous avez le commandant Nixt à gauche, je passe sur M. Taon, Paul Arpin qui deviendra l'adjoint au maire de Chamonix qui représentera le secteur d'Argentière dès le surlendemain, le lieutenant-colonel Bettenfield qui tient peut-être l'acte de reddition, on n'a pas pu agrandir la photo assez pour le savoir, et puis l'ingénieur Madère qui travaillait à l'Aiguille du Midi, qui était d'origine alsacienne, bilingue en allemand et en français, et qui a assuré la traduction de l'acte de reddition pour que Nixt accepte de le signer. Alors le 17 août, jeudi 17 août 44 à 17h, il ne fait pas très beau à Chamonix. Les Chamoniards entendent que Nixt vient de capituler, il a tenté de négocier une fuite par la Suisse, Bettenfield a refusé, et donc c'est hurrah dans les rues, tout le monde est content, vous avez en haut à droite les enfants qui sont sortis des écoles, vous avez la musique municipale qui défile sur la place de la Poste, et quand j'interroge des gens comme Michel Droupet ou René Boson
qui l'ont vécu, qui avaient 18 ans à l'époque, la première chose qu'ils me répondent quand je leur dis « ça représentait quoi la libération ?», ils me disent « enfin, les balles allaient pouvoir reprendre et allaient arrêter d'être clandestins ». Alors les prisonniers allemands, il y en a en tout 400 parce que ceux du Fayet ont aussi été montés, ont été répartis dans différents hôtels à Chamonix, ont surtout été mis au Frasserand dans le centre jeunesse et montagne, ont été installés à l'hôtel d'école des Montets de Paul Arpin. Et on les voit ici porter leur barda pour aller dans les bus qui avaient été réquisitionnés pour les transporter, ou aller à pied d'ailleurs au col des Montets, mais là vous n'avez pas la photo. Et ils sont installés dans des camps avec des barbelés, mais avec la garantie qui leur a été donnée qu'ils seraient traités conformément aux lois de la guerre, ce qui a été le cas. La seule représaille qui n'en est pas une, c'est que l'arve qui menaçait de déborder tellement elle était jonchée de billes d'arve, devait absolument être curée. Elle ne sera que quelques années plus tard, en 50, par Jean Ravanel qui aura mal fou à ramasser l'argent pour financer ses travaux. Et donc pendant 15 jours, les prisonniers allemands vont aider à curer l'arve pour éviter qu'elle ne déborde plus. Ici, vous avez Bettenfield qui salue les troupes après avoir visité le camp des Frasserand et vérifié que les Allemands étaient gardés dans de bonnes conditions. À droite, il dit bonjour au douanier suisse qui est avec Paul Arpin, avec son képi. Ici, les hôtels au Frasserand et le portrait du commandant Nixt. Alors, deux derniers points moins drôles, mais je tenais quand même ce soir à aborder. Là, c'est tout simplement l'enterrement de Renaud Darty-Pérou et de François Simon, dont on n'est pas tout à fait sûr s'il a eu lieu le même jour ou pas, mais qui a sûrement eu lieu le dimanche. Et vous voyez ici le cercueil de Renaud Darty qui est amené au corbillard, puisqu'il a été médaillé d'honneur de la ville pour avoir été sacrifié au moment des combats. L'autre point, très délicat, mais qu'on a décidé d'aborder parce que ça fait 70 ans, à la fois dans le respect des familles et de ce qui a été fait, c'est la tombe des femmes que vous voyez ici. On a fait exprès de ne pas reprendre 20 portraits extrêmement émouvants et superbes que Gossuin a fait. On s'est contenté de remettre une photo qui avait été en partie publiée dans Relief, en se disant que comme ça ne gênait personne. Vous avez les spectateurs à droite, alors il ne faut pas exagérer leur rire un peu sarcastique, qui est probablement lié, non pas simplement à la vision de la tombe des femmes, mais probablement à une interpellation, un sobriquet, quelqu'un qui a dit quelque chose, qui peut expliquer leur visage. De toute façon, on a décidé de ne pas dire qui c'était dans le livre, mais on sait très bien pourquoi Gossuin a pris la photo. Et je voulais aussi vous lire ce qu'il a écrit à ce propos. Il y eut un bon paquet de filles tondues, certaines bien à tort. J'ai appris qu'avant de quitter Chamonix pour Megève, Arnold, chef de la Gestapo, avait vidé le bureau du faisant fonction de maire, c'était Henri Fournier, une pleine valise de lettres de dénonciation. Je n'ai pas pu vérifier, mais ce n'est pas impossible, compte tenu de la présence à Chamonix de nombreux Italiens d'origine et de commerçants coupables de marché noir. Donc en fait, cette torture très simple, et d'autant plus épouvantable qu'elle est simple et morale, c'était pas forcément parce que les femmes étaient accusées de collaboration horizontale, c'était un règlement de compte entre loups dans la vallée, autant que les Allemands étaient des loups pour les gens de la vallée. Voilà, je voulais juste qu'on s'en souvienne tous ensemble parce que c'est facile de tourner la page et de passer à des choses plus sympas.